on termine notre tour de table avec Jean-François Royal, que j'invite pour poursuivre nos réflexions, faire des liens. Oui. Voilà. C'est le bouton rouge. La flèche droite, puis le petit curseur là, pour le tableau. OK. Bon, je me rends compte vraiment de mon insouciance d'avoir accepté de passer après ces deux personnes. Il y a des fois dans la vie, il faut apprendre à dire non. Mais bon, on va essayer de ne pas nécessairement vous présenter des cas concrets parce que, comme vous le savez, dans mes temps libres, je suis directeur de musée et autrement, je suis le président du conseil, mais de vous présenter un peu les perspectives d'avenir, surtout les défis qu'on a de ce patrimoine religieux qui est en pleine mutation et transformation. Et surtout, depuis hier, on voit des cas probants, des exemples très intéressants de ce qui se fait et de cette peut-être nouvelle mentalité de propager la bonne nouvelle. Hein. À d'autres époques, c'était les curés en chair qui le faisaient. Maintenant, c'est probablement à nous de le faire. Donc, déjà, sur une image positive, de vous présenter que ce qu'on veut, c'est des églises ouvertes, c'est des lieux qu'on peut visiter. Bernard Raymond nous l'a bien mentionné hier. Donc là, si je pointe la TV, ça marche. Alors, une nouvelle entente et des nouveaux paramètres qui sont en place depuis 2014, où l'entente est maintenant accessible aux municipalités, aux organismes à but non lucratif et aux propriétaires privés, sont des éléments qui sont tout à fait nouveaux. Il faut lire le texte, il ne faut pas regarder la photo où je suis posé dessus. Le pourcentage de l'aide financière aussi qui est modulé en fonction du type de propriétaire et de l'existence d'un statut de classement, donc de permettre donc une politique plus souple. Critères d'admissibilité aussi liés à l'usage religieux d'un bâtiment qui est éliminé de l'octroi de la subvention. Sélection de projets qui demeure guidée par contre par des valeurs patrimoniales fortes du bien, puis la pertinence des travaux, mais aussi surtout en fonction de l'accessibilité publique du bâtiment. Donc un bâtiment qui doit demeurer ouvert au public et des projets de recyclage d'immeubles qui sont maintenant admissibles à l'aide financière, donc dans la nouvelle entente. Une entente pas plus généreuse en termes d'argent, mais plus généreuse en termes d'ouverture et de possibilités aux différents projets, donc pour permettre vraiment à tout le monde d'y avoir accès. Quelques constats sur les églises en mutation en 2015, on en a vu. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a beaucoup. Il y a une enquête qui est en continu depuis 5 ans au CPRQ. Donc, vraiment une préoccupation du Conseil de savoir le plus possible ce qui se passe sur le terrain, d'être en mesure d'avoir un état des lieux qui est fait aussi à partir de l'inventaire des lieux de culte. Et les résultats sont donc intégrés à l'inventaire en ligne avec le petit icône rouge là, que vous voyez. Donc, les églises en mutation qui sont concernées par cette enquête en continu, c'est les ventes, les fermetures, les transformations et les démolitions d'églises. Donc, question d'avoir un état des lieux. On le voit, les églises, le nombre moyen d'églises en mutation par année est en augmentation constante depuis 1970-70. On voit le nombre qui augmente année après année. On peut faire une moyenne de 45 églises entre 2001 et 2014 qui sont frappées par ce qu'on appelle une mutation. En 2013, 51 cas. En 2014, 72. Et on a, pour l'année 2015, 36 cas d'églises en mutation. Donc, ça bouge beaucoup au Québec, mais inévitablement, c'est aussi des fois des nouvelles qui sont positives, parce que ce n'est pas tous des cas de démolition, hein, n'est-ce pas? Alors, le nombre d'acquisitions municipales par année, c'est un phénomène qu'on porte une attention particulière parce qu'on l'a vu, il y a des municipalités qui sont de plus en plus intéressées par l'achat d'une église, mais c'est contraignant, c'est difficile. Même si la nouvelle entente est plus ouverte sur une possibilité de transformation et de participation, l'acquisition municipale n'est pas toujours chose facile. On remarque qu'en 2015, il y a un point d'interrogation parce qu'on se rend compte que ça stagne un peu. Il y a un contexte, un climat social au Québec qui s'est installé qui fait que nos municipalités hésitent à s'embarquer dans un projet. En 2015, on compte
10 nouveaux cas d'acquisition pour un total là, de 95 acquisitions pour l'instant. En 2014, là, donc, il y avait 85 cas d'acquisition municipale depuis 2003. C'est un ralentissement. Il y a plusieurs cas d'églises en mutation où le conseil est actuellement en train de prendre une décision quant à l'avenir. Mais ce qu'on se rend compte, souvent, c'est qu'il n'y a pas de projet concret. Ça prend une mobilisation, ça prend une concertation sociale, ça prend le milieu qui doit s'impliquer. Donc, c'est pour ça que les municipalités, pour l'instant, avec la conjoncture, font que si je n'ai pas de projet concret, je ne vais pas nécessairement investir dans mon église. Et dans de très rares cas, des fois, c'est les citoyens qui vont même s'opposer à l'achat de l'église parce que, justement, il n'y a pas nécessairement de projet mobilisateur ou novateur. Et on le sait, les églises ne peuvent pas tous être transformées en bureau de mairie ou en bibliothèque. Donc, le message clair qu'il faut lancer, c'est la concertation. Et inévitablement, on se rend compte que quand un projet à l'échelle locale est concerté, c'est-à-dire que tous les intervenants du milieu, que ce soit les intervenants politiques, les intervenants communautaires, les intervenants sociaux, se rassemblent, s'assoient ensemble pour discuter d'un projet, ça stimule la mobilisation et ça fait en sorte que le projet qui est présenté a plus de chances de fonctionner ou du moins d'avoir une pérennité dans le temps, de durer et d'être un projet donc qui est porté par l'ensemble de la population. Et ce qui fait qu'inévitablement, on répond à un enjeu crucial qui est la sauvegarde du bâtiment. Évidemment, ça prend une concertation, on vient de le dire, locale. Ça prend aussi une concertation régionale, une planification, le vu avec l'exemple de M. Noppen, une planification à l'échelle du territoire, parce qu'inévitablement, encore une fois, on ne peut pas transformer toutes les églises en patinoires de deck hockey ou terrain de basket ou tout ça. Donc, il faut inévitablement voir les besoins sur une région un peu plus grande et inévitablement, ultimement, en venir à définir un modèle à l'échelle nationale d'intervention dans lequel, évidemment, le Conseil souhaite être partie prenante dans la mobilisation et la concertation. Sur la photo, ici, on a un exemple du maire de Saint-Anicette qui a su rallier la population à son projet et donc concerter dès le départ le milieu pour que le projet ait toutes les chances possibles de mieux passer. Valoriser aussi les réussites et les initiatives qui sont porteuses. On entend encore trop souvent des scénarios catastrophes de ces églises qui sont démolies. Certes, il y en a, mais il y a des cas de réussite. On en voit depuis 2 jours. Et malheureusement, on ne les connaît pas assez. Le Conseil du patrimoine essaie depuis quelques années, avec des publications, avec les forums, avec des bulletins d'information, de justement diffuser les bons coups, de faire connaître les projets exceptionnels pour qu'on arrête d'avoir cette image négative. Il y a une situation d'urgence au Québec, mais qu'on arrête d'avoir cette image négative qui se fait rien, qui se passe rien et que tout est catastrophique. Vous avez sur la photo du haut, 2 exemples exceptionnels. L'exemple de Kakuna, la bibliothèque municipale qui a été aménagée dans une sacristie d'une église qui est classée, et l'exemple de Lamotte, qui est devenu un centre communautaire et un centre culturel dans l'église. Donc, il y a des cas au Québec qui sont à connaître. Il faut diffuser les cas de succès. Les histoires sont nombreuses et il faut s'en inspirer pour peut-être monter nos projets. Encourager la cohabitation avec le patrimoine religieux. Il faut inévitablement, dans les différents projets, encourager cette cohabitation des usages, ne pas nécessairement transformer l'Église pour un mono-usage. Et le religieux doit faire partie de la solution, inévitablement. Des fabriques proactives vont faire une différence dans la recherche de solutions et dans surtout le fait que le projet va avoir du sens d'un bout à l'autre. Ici, l'exemple de l'église Saint-Gabriel de la Durantaie dans Bellechasse, où on a une cohabitation entre le sacré et les activités communautaires avec
un rideau, que je comprends bien, hein, qu'on descend et qu'on abaisse quand on a fini. Et il y a l'église de Lévis aussi, que j'aime beaucoup mentionner, avec cet autel sur roulette. Donc, quand on a besoin de la messe, on roule l'autel, et quand on a fini la messe, on roule. Non, ça, c'est génial. Je vais avoir pris moins de temps que mes collègues, mais ça va donner plus de temps pour les questions. Et inévitablement, écoutez, ça, c'est l'exemple à Trois-Rivières, tu me dis, hein, c'est ça, à l'église à Trois-Rivières, où le théâtre de rue côtoie l'église. La concertation, c'est le mot qu'on vous lancera jamais assez. Les projets novateurs, les projets qui réussissent actuellement au Québec, ce sont des projets où l'ensemble de la communauté s'est assis pour justement identifier ses besoins, connaître les besoins du milieu, connaître les besoins des voisins aussi, parce que dans une communauté, il n'y a pas que la communauté religieuse qui est impliquée, mais l'ensemble des citoyens, des gens. Et inévitablement, cette concertation fait que les projets sont beaucoup plus mobilisants. La population a le goût de s'impliquer dans un projet et qu'on élimine parfois la question de la foi dans une sauvegarde de l'Église et qu'on ramène un peu le patrimoine à sa question plus importante. C'est tout. Hein? Bref.